Salut à tous. Très souvent sur Horus, je fais intervenir des personnes afin de vous faire découvrir leurs travaux, leurs recherches, leurs trouvailles et aussi promouvoir leurs livres. Aujourd'hui, je réitère cette opération, mais avec quelqu'un que vous connaissez, parce que j'ai compté, ça fait la sixième fois qu'il vient sur Quand même? Horus Ah oui. et qu'il s'est enfin lancé à écrire un livre. Et c'est pour cette raison que j'ai le plaisir de le réinviter. C'est Éric Le Saint. Salut Éric, comment vas-tu? Eh bien, merci Jérôme de m'accueillir pour cette première fois, puisque c'est la première fois que je vais parler de ce livre qui me Hmm. tenait à cœur. Donc, si j'ai rien dit depuis longtemps, c'est que ça me tenait à cœur de l'écrire. J'en avais déjà écrit un livre. J'avais déjà écrit un livre qui parlait donc du racisme. J'expliquais comment le capitalisme crée le racisme en nous mettant en compétition, en concurrence permanente entre nous. Hein, on apprend à détester l'autre parce que voilà, bah, je vais pas développer, mais bon. Voilà, aujourd'hui, on va parler des pyramides. Voilà, donc c'est un autre livre. Bah, Voilà, voilà, un de mes sujets favoris, voilà, hein, c'est un autre livre. Alors sur lequel pourquoi j'ai on a écrit... beaucoup parlé ensemble d'ailleurs, hein, sur beaucoup de Ah vidéos. oh oui. Oh ouais. Mm. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce que par rapport à mon parcours, je ne peux admettre qu'on dise qu'on implante cette grande pyramide comme ça, au hasard, par caprice. Et j'ai toujours été persuadé qu'il y avait eu un plan de départ. Et c'est pour ça que j'ai cherché ce plan depuis 3 ans, essayer de comprendre comment est-ce qu'on avait pu donc positionner ces pyramides. Alors ça m'a amené à trouver, ça m'a amené à comprendre pourquoi est-ce qu'on avait donné ces dimensions aux pyramides, les longueurs, les hauteurs. Ça m'a permis de trouver la chronologie aussi. J'explique dans mon livre comment est-ce qu'on a trouvé cette chronologie. Elle diffère un petit peu de celle des archéologues, mais pas beaucoup. Mais quand même, j'explique que Képhren est construit avant Khéops et ça remet en cause, bien sûr, les pyramides tombeaux. Mhm. Et ça, c'est important, c'est que Képhren est construit avant Khéops et ça change beaucoup de choses. Et Oui, puis on en avait surtout, déjà parlé ensemble hein, par rapport voilà. à tes recherches. Toi, tu remets aussi en question la chronologie de construction de ces différentes pyramides. Bah oui, parce que pour les archéologues, c'est tout simple. À partir du moment où c'est en palier, c'est plus facile à construire. Et puis si c'est plus facile, ben, c'est les premières. C'est plus Alors ancien. que, Mm. alors que pour moi, tout ce qui est pyramide en palier, ce n'est pas. On a voulu représenter quelque chose. Dans les livres, j'explique la différence entre les pyramides lisses et les pyramides à degrés ou paliers. Mais pour moi, les pyramides à degrés ne sont que des djeds. En fin de compte, un djed d'Effray, Djeser, Medum, c'est djed, Snefrou, son vrai nom. Bon, on retrouve le préfixe djed. Et pour moi, on a construit les pyramides à degrés pour matérialiser les extrémités du plateau de la Basse-Égypte. On voit bien que toutes ces pyramides à paliers sont à l'extérieur pour, pour mettre après les pyramides lisses qui, elles, ont des rôles. Et les rôles, ben, j'explique quel est le rôle de la pyramide rouge, de la rhomboïdale, etc. Hein. Mais les pyramides à paliers ne sont pas les premières, elles sont à degrés parce que c'est la représentation de Djed, tout simplement. Mhm. Voilà, D'accord. je le développe. Ok. Et puis, alors, à la fin de cet ouvrage, tout d'un coup, j'ai eu un petit flash, une petite intuition, et je me suis aperçu qu'il y avait un code dans les pyramides, et que si on décodait, on pouvait peut-être trouver le passage secret pour aller dans les souterrains de Gizeh. Oui, Et tu m'en as parlé un peu tard, on en a parlé, après mon retour et d'Égypte au mois de novembre. Je dis, mais t'aurais dû voilà. m'en parler avant, parce que moi, j'y allais, quoi. Voilà, alors j'ai trouvé quelque chose d'assez spectaculaire, c'est que si on suit les indications qui sont données par la géométrie, eh bien, on arrive à reproduire sur le plateau de Gizeh, sur le sable du plateau de Gizeh, les trois pyramides superposées à un endroit précis, avec une échelle de 4, il faut multiplier par 4 les longueurs des pyramides. Mhm. Et là, on va avoir trois hypoténuses qui vont se croiser au même endroit, qui est statistiquement impossible. Et pour moi, cet emplacement où se croisent ces trois droites indique l'endroit où on peut rentrer dans les souterrains. D'accord. Alors, Sachant qu'on le sait déjà depuis longtemps, hein, excuse-moi, je te coupe, Eric, ouais, que sous le plateau de Gizeh, c'est un véritable gruyère, hein. Il y a énormément de puits, de tunnels. Bon, il y a la découverte du puits d'Osiris, je dis une ouais, bêtise. puis deux Iris, Ah, ok. d'Osiris, hein, c'est ça. Hein, et Enfin, ça, on a très souvent entendu qu'il y a énormément de galeries, de tunnels, etc., qui vont même jusqu'au niveau du Sphinx, sous Gizeh, quoi. alors justement, j'étais en train de mettre le mot fin sur le livre quand j'ai eu Futura Science et Science et Vie.
qui ont balancé sur le net que des chercheurs avaient passé le géoradar il y a quelques jours, quelques semaines sur le bateau de Gizeh et ils avaient trouvé donc des chambres et près du cimetière ouest de Khéops, donc pas très très loin de l'endroit que j'ai déterminé, et où ils Mhm. ont repéré une salle au moins de 10 par 15. Donc ça Mhm. prouve bien qu'il y a des salles en dessous et je pense que les bâtisseurs ont laissé un code pour qu'on puisse accéder quand on aura compris un petit peu le message. Et je pense, oui, avoir trouvé l'endroit où on va pouvoir rentrer dans ces souterrains parce que c'est tellement impossible qu'il y a trois droites qui se croisent au même endroit, c'est que ça indique quelque chose. Alors, une chambre secrète ou autre chose, mais je pense, oui, que c'est l'entrée des chambres secrètes. D'accord. Quand tu parles du cimetière est, c'est là où il y a les Ouest, mastabas, hein, c'est ça? ouais, à ouest, cimetière ouest, Ouest. hein, ouest. D'accord. D'accord. Cimetière ouest, Ok. c'est là qu'ils ont trouvé les. Mais voilà, l'entrée est pas très très loin. On est à quelques centaines de mètres. Je ne vais pas le dire ici, hein, mais tout est dans le livre. Mhm. Et j'espère que les archéologues nous prendront au sérieux pour aller voir à cet endroit-là s'il y a quelque chose. De toute manière, moi je vous déconseille d'aller avec une pelle sur le plateau de Ah ben j'ai Gizeh commandé une parce brouette que chez le vous roi n'allez Merlin pas faire pourtant, long feu mais avec votre pelle. ce que j'insiste aussi, j'ai fait des petites notes qui sont sur la gauche de l'écran, là, comme ça je ne me perds pas, parce que j'ai plein de choses à dire, parce que là on est sur un bouquin, donc il faut que je sois carré. Mhm. Alors, j'utilise ce qu'on appelle la méthode empirique. C'est quoi la méthode empirique? C'est la méthode essai-erreur. Un chimiste qui fait de la méthode empirique, eh ben, il mélange deux produits. Des fois, c'est à la gueule. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il trouve un produit miraculeux. Concrètement, ça veut dire que j'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait plein de bêtises. Sur ta chaîne, j'ai dit des conneries. Mhm. Mais ça m'a permis d'affiner. Et C'est là, comme ça qu'on avance. Mhm. voilà, j'ai été très, très aidé par ce qu'on appelle les fact-checkers qui sont tout de suite précipités jour et nuit pour voir si je commettais des erreurs. Et je les remercie parce qu'en fin de compte, ils m'ont permis justement d'affiner tout ça. Je pense par exemple à Newton qui m'avait fait remarquer que je disais qu'il y avait 30 000 mètres entre Heliopolis et Djéser et il manquait 4 mètres. Alors 4 mètres sur 30 000 mètres, c'est rien, mais pour moi c'était beaucoup et il avait raison. Donc j'ai compris pourquoi il y avait ces 4 mètres qui manquaient et je l'explique dans le livre. Alors Mhm. le souci, c'est que ces gens-là pourraient le faire dans la bienveillance. On aurait fait une super équipe avec ces gens-là, nous, pour essayer de faire avancer donc l'histoire. Eh bien non, ces gens-là le font par l'humiliation, par l'insulte. Alors je ne comprends pas. S'ils remettent des erreurs, la lumière sur des erreurs, ben, ils le disent gentiment. Je ne vois pas pourquoi on ne le dit pas dans la bienveillance. Mais bon, je l'ai pris, voilà, d'où ça venait, ça m'a permis de le prendre avec esprit constructif. Donc j'ai gommé les erreurs que j'avais. Après, j'ai eu plein des éléments qui sont arrivés. Puis, il y a toutes les cotes de Petri. Après, on a eu Glenn Dash qui a donc mis sur son site toutes les positions GPS millimétrées de chaque angle des pyramides pour les sommets, ce qui Mhm. m'a permis de travailler. Donc aujourd'hui, le bouquin, tout ce qui est en dessous de 99,97% de précision, je ne le prends pas. Sur des D'accord, chiffres, oui. C'est-à-dire que voilà. tu te mets quand même un niveau de précision Voilà. voilà, Et assez. avec des chiffres de Petri, hein, pas avec des Mhm. chiffres Google Earth. Et donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, on va être à quasiment 100% de précision, mais on va rester quand même sur l'idée de 99-97%. Mais c'est pour ça que, ben voilà, normalement, ce livre, il est bordé. Hein, si Mhm. l'éditeur m'a fait confiance, c'est qu'il sait que c'est bordé, qu'il ne va pas prendre de risque avec ce livre. D'accord. Alors, tu parles de l'éditeur, hein, déjà, à quel moment sera disponible ton livre et sous quel éditeur es-tu passé? Alors, l'éditeur, c'est Talma Studio. Ça va être sans doute sous le nom Louis Courteau, qui est un éditeur canadien. Mhm. Voilà, j'ai pas fait de démarche pour aller les chercher. Il y a des synchronicités, des choses qui ont fait qu'on s'est retrouvés. Voilà, et ça a été quasiment évident. C'est une très belle amitié qui s'est faite entre l'éditeur et moi, donc qui est Patrick Pazin, et qui est dit déjà Mhm. Mathieu Lavaux. Mais c'est pas pour ça que ça s'est fait. Et puis, donc, le livre va sortir le 31 mars et il est déjà en prévente sur le site Talma Studio au prix de 22,36, puisque 22,36, c'est un 618 plus 0,618. Il Mais est un Windows joueur, 5. même avec le prix du livre, il joue. Ah, bah ouais. Bah, t'as raison. De toute Oui, manière, je mettrai hein, sous cette vidéo en descriptif les liens pour accéder justement comment, à la plateforme qu'il met en vente. Voilà. il faut absolument que dans 2000 ans, s'il y a un nouvel LRDP qui sort,
ils se disent pourquoi 22-36? Ça relance un film. Il est filou. Ouais. Voilà, donc je fais de la méthode empirique. Ça, c'est important. On a le droit à laisser l'erreur et je pense que c'est la meilleure école. Hein, parce qu'on fait du vélo, n'importe quoi, et c'est erreur, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ah bah c'est de toute manière Il qu'on faut- apprend le vélo, hein, c'est voilà. en se Donc, prenant des si on gamelles a, qu'on voilà. Les qu'on échecs ne parvient sont à trouver le bon jamais, équilibre à un moment. C'est ça. les échecs ne sont que des expériences. Exactement. Voilà. Donc, ça me permet justement, au bout de 3 ans, de faire ce livre. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, qu'est-ce qui rend la science académique chafouin par rapport à ce que je fais? Eh bien, c'est que tout est au système métrique. Et ça, c'est pas possible Ça, pour on en les avait déjà apprenants. parlé ensemble. Tu déranges par Voilà. rapport à système métrique. Voilà. Alors, système métrique, le nombre d'or, pi, et puis le yard mégalithique. Alors, le yard mégalithique, c'était la plus vieille mesure a priori qu'on connaisse. C'est une mesure qui a été découverte entre les dolmens et les menhirs par le professeur Thom Mhm. et développée après Alexander par, Thom. Mhm. voilà, développée après par Howard Cross, qui a beaucoup travaillé sur ce yard mégalithique, et puis Quentin aussi, Quentin Leplat. Mais voilà, a priori, on a quand même des très très bonnes indications comme quoi cette mesure est bien utilisée dans le néolithique. Et on va le retrouver, bien sûr, en Égypte. Donc le mètre, le yard mégalithique. Je voulais une petite surprise après par rapport à tout ça. Alors, on nous dit que je fais de la numérologie ou de l'ésotérisme quand je parle d'angle droit, d'angle à 90 degrés. Bon, je veux bien, hein. Alors, au niveau de numérologie, c'est très simple. Je demande à quelqu'un de refaire le livre que je vais sortir, mais en enlevant 20 centimètres sur chaque pyramide. Et vous allez voir, il n'y a plus de livre. Parce que tout est rapport de proportion. Quand vous discutez avec des gens qui ont travaillé sur les cathédrales, j'ai travaillé, discuté avec des gens qui travaillent sur les cathédrales, des baptistes, des compagnons, ils me disent, c'est pas les mesures qui sont importantes, c'est les rapports de proportion. Et là, pourquoi on trouve tant de chiffres, tant de coïncidences, entre guillemets, c'est on est sur des bons rapports de proportion entre les trois pyramides. Et voilà, donc ça match à chaque fois. Donc c'est pour ça que si on rajoute 20 centimètres, peut-être même 15 centimètres à chaque pyramide, eh bien, il n'y a pas de livre. Mhm. C'est ça qui est fabuleux. Et puis pour ceux qui nous disent qu'on trouve le nombre d'or partout dans un kiosque ou dans un tabouret, eh bien je leur demande de regarder juste à côté une pyramide qui s'appelle Képhren, et bien de nous dire s'ils trouvent le nombre d'or dans Képhren, hein, puisqu'on Oui, le mais trouve partout. après, Et ils ne le trouveront pas. il Si, trouve si, le si. nombre d'or dans des Ouais, toilettes voilà. publiques. Bon, Mais voilà. rapport à Donc je les Quentin. mets au défi. Voilà, je les mets au défi de le trouver dans le Képhren. C'est le petit défi que je vais leur proposer s'ils veulent Mais ils découvrir. trouveront. Non, ils T'inquiète. trouveront pas. Ils trouveront pas, mais ils n'ont déjà pas trouvé dans un tabouret. Donc voilà. Alors, on me dit aussi qu'on n'a jamais trouvé de maître en Égypte. Donc le maître n'existe pas. Mais on n'a jamais trouvé aucun étalon autour des pyramides, sur les chantiers ou dans les pyramides. On a simplement trouvé ce qu'ils appellent des coudées, qui vont à 52 et quelques, parce qu'ils sont tous pas d'accord, il y a plusieurs coudées. Alors ça a été trouvé à 3 ou 400, 500 kilomètres des pyramides, et on ne les a jamais datés. On sait pas des coudées, bien sûr, de l'Ancien Empire quand les pyramides ont été construites. Et pour moi, on ne construit pas une pyramide avec un petit bâton qui fait 52 centimètres. Pour moi, ces coudées servent à tailler des vêtements, hein, mais ne servent pas à construire des pyramides. Donc aujourd'hui, on n'a aucun indice sur tous les bâtiments qu'il y a en Égypte sur l'étalon qui a été utilisé. Ça, c'est important. Bah après, l'étalon qui a été utilisé, enfin la coudée qui a été utilisée, on l'a déduit en mesurant par exemple des chambres internes, comme la chambre en haut dans la Voilà. Grande Pyramide, où on voit que c'est des nombres entiers de coudées de 52, 36, 52, 35 pour les pointilleux, parce qu'on ne sait pas trop, bon bref, mais parce on est au dixième de millimètre près. Mais effectivement, comme tu le dis, on n'a jamais retrouvé l'outil enterré à la base de la pyramide qui a servi d'étalon. Rien. Alors, Alexis Sédou, métrologue, qui nous dit être métrologue, nous explique que si on n'a pas trouvé un étalon dans la pyramide, eh bien, s'il n'y a pas de mètre, c'est que c'est pas en mètre. Mais moi, je pense que si on mesure, comme tu dis, par exemple, on arrive dans un lotissement et on voit qu'il y a 100 mètres entre chaque maison. Chaque maison fait 10 mètres sur 5. Chaque fenêtre fait 2 mètres sur 2. Les portes font 2 mètres sur 1. N'importe qui pourra dire, ça a été construit en mètres. C'est Mhm. complètement logique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas trouvé les talons puisque je suis pas allé en Égypte et il n'y a pas besoin d'aller en Égypte pour lire un plan. Mais on voit que c'est toujours le mètre
qui a été utilisé et je le prouve. Mhm. Alors, par rapport à ça aussi, aux gens qui nous disent qu'on fait de la numérologie, je reprends le même lotissement. Mais au lieu d'avoir 100 mètres entre chaque maison, eh bien, j'ai 101 mètres 20. Et tout est en multiple de 1012. Donc, je vais avoir 10 mètres 12 sur les murs de maison. Et là, je vais dire, mais pourquoi il y a un autre étalon de 10 mètres 12? Et puis là, je vais apprendre que le propriétaire, il est né le 10 décembre. Et je vais comprendre qu'il a voulu faire un clin d'œil à sa date de naissance et vouloir que tout le lotissement soit fait avec la sa date de naissance. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les bâtisseurs nous ont fait un super clin d'œil en disant, nous, on a mis plein d'informations dans les pyramides et à vous les retrouver. Donc c'est un vrai jeu de piste que tout le monde peut faire. Par Mhm. exemple, si vous prenez la surface de Kefren, 215,37 par 215,37, vous arrivez à une superficie de 4 hectares 638, donc 4638. Eh bien, c'est quoi 4638? Eh bien, si vous divisez, c'est exactement la durée de rotation de la Terre en une seconde à l'équateur. Mhm. 0 mètre 38 mètres à la seconde. Kilomètres à la seconde. Voilà. Et tout est codé comme ça, on retrouve toutes les informations. Et là, c'est du 100%. La surface de Kephren, c'est la vitesse de rotation de la Terre en une seconde à l'équateur. Ouais. Mais Voilà. ça me rappelle ce qu'avait dit Patrice dans l'RDP en faisant cette comparaison avec la Grande Pyramide, avec la plaque pionnière, en fait, si tu veux. Mm. Tu Ouais. vois, Voilà. c'est un monument de savoir et de connaissances encodé et à nous de Voilà. décoder cette plaque pionnière, en fait. Et c'est passionnant, c'est un jeu de piste. Ouais, c'est un Quand jeu de piste. on garde son esprit d'enfant, ben, on fait ça comme un jeu de piste. Mm, On cherche les indices parce qu'on sait que les bâtisseurs sont des joueurs. mm, Et les mecs, ils ont joué avec nous. Et là, on s'éclate à trouver tous les indices qu'ils ont laissés. mm. C'est un jeu de piste. Alors, j'ai toujours pensé que pour expliquer la construction d'un monument, un édifice, eh bien, il fallait de la science physique, c'est-à-dire la reproductibilité. Si on dit qu'on peut transporter d'une pierre de 500 km de là à là, eh bien, il faut le reproduire. Si on n'arrive pas à le reproduire, eh bien, c'est que c'est pas possible. Alors, comme les archéologues n'arrivent pas, ils nous font ce qu'on appelle de l'interprétation. Ils vont voir un petit dessin, une fresque où il y a deux obélisques sur un bateau, et ils vont nous dire, c'est comme ça que c'est fait. Et Franck Monnier le dit dans Ouest France, moi je récupère toutes les fresques pour expliquer comment sont construites la pyramide. Parce que c'est dessiné, eh bien, c'est que ça marche. Eh bien non, ça ne peut pas. Il faut reproduire, autrement, ça ne marche pas. Et j'ai fait juste une petite photo. Voilà, ça c'est nos trois pyramides de Gizeh. On nous explique qu'avec des burins de cuivre, on est capable de construire ça. OK. Mais aujourd'hui, on n'est toujours pas capable de construire ça. Qui est le Oui, malheureux coffre de Khéops. le fameux coffre qui est dans la chambre haute. Voilà, qui fait 2 par un. On n'est pas capable de le reproduire et on nous expliquait qu'on a construit cette grande pyramide en 250 ans. Mhm. Alors, quand on aura construit ça, moi, avec mon esprit scientifique et de doute, eh bien, je veux absolument qu'on puisse refaire ça et après, on passera un petit peu au palier Oui. supplémentaire. Et comme j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, avec mes comparses avec qui Voilà. nous sommes partis en Égypte, on a vu des choses en granit gigantesques, pharaoniques, hein. On se dit, mais comment ils ont fait pour tailler tout ça, transporter tout ça? On est sur du 500, 1000, voire 1500 tonnes. Et oui, avant de nous dire, mais oui, ça a été simplement fait. On le voit sur les fresques. Voilà. Voilà, pour Alors, le reproduire. pour revenir au maître, on nous dit, le maître, il a été trouvé par Méchain et Delambre à la Convention. On a mesuré un quart de méridien terrestre, on l'a De divisé par Dunkerque à environ. Barcelone. Voilà. Et puis, on a établi le maître. Alors que je suis allé sur le site de l'Observatoire de Paris pour voir si c'était vrai. Et puis l'Observatoire de Paris vous dit, eh bien non, c'est pas ça. Puisque le maître, il a été validé de mémoire, c'est en avril 84, 1794, et Méchain a commencé ses travaux entre 95 pour le finir en 99. Donc comment on peut valider un maître alors qu'on n'a pas encore mesuré les choses? Et l'Observatoire de Paris vous dit, mais non, le maître qui a été validé, c'est le maître de l'abbé Lacaille de 1740. Mhm. Donc, comment l'abbé Lacaille pouvait connaître le maître? Alors, je pense, moi, que tout ça, c'était dans des bouquins qui ont été détruits par les révolutionnaires à la Révolution, à l'abbaye de Cluny ou pas, mais je pense que tout ça, c'était déjà connu, puisqu'on le retrouve partout
dans les Dans des hémisophrales. monuments qui Enfin, sont voilà, voilà. beaucoup plus anciens que. Alors donc, ça part sur un mensonge, parce que tout le monde sait très bien que le maître qui a été validé en 1795 n'est pas celui de Méchain, puisqu'ils n'avaient pas commencé les travaux. Mais c'est vrai qu'en la version française, on ne pouvait pas dire que c'était un prêtre qui avait donc validé le maître. C'était pas possible en la version française. Donc Méchain et Delambre n'ont fait que valider des choses qu'on connaissait déjà. Voilà, donc le maître était connu bien avant. Donc tout ça, c'est du mensonge. Ça, c'est important. Voilà. Et ben on va passer sur le petit PowerPoint. À Oui, moins, tu nous as parce que là, préparé j'étais un quelques petit peu. images, Ouais. À comme moins que tu tu veuilles disais. discuter un peu, parce que j'ai pris pas mal la parole, parce que j'avais mon petit plan. Mais si tu veux Non, puis je t'ai discuter coupé aussi avant. pas mal la parole, mais ça, Ouais, c'est mais mon habitude. si tu veux discuter un petit Mais peu je de sais que certaines tu as choses. préparé quelques visuels pour, Ouais. voilà, qui sont dans ton livre, hein, pour, Voilà, c'est alors, de l'inédit. Je vais vous montrer voilà, de donc, pour l'inédit. vous donner un petit peu l'eau à la bouche, pour, Ah oui, voilà. Il n'y aura pas les passages secrets aujourd'hui. il n'y aura pas les Je passages les garde pour secrets. le bouquin, mais il y a des choses intéressantes. Alors, j'ai marqué ici, en Égypte, il n'y a pas de carré. Il n'y a que des cercles et des triangles. Alors, pourquoi il n'y a pas de carré en Égypte? Tout simplement parce que la Terre est ronde et on ne peut pas faire quatre angles droits sur une sphère. Donc, les bâtisseurs des pyramides n'ont jamais utilisé de carré. Ils ont utilisé des cercles et des triangles, c'est-à-dire des compas et des équerres. Et on va retrouver, bien sûr, la symbolique maçonnique qui revient à l'origine d'Égypte. Alors, quand on fait un carré en Égypte et on fait deux triangles côte à côte, tout simplement, ça veut dire que ce qui est important, c'est l'hypoténuse. Et quand on mesure la pyramide de Khéops, par exemple, eh bien, les côtés ne sont que des conséquences d'une construction, soit avec des triangles, soit avec des cercles. C'est pour ça qu'on ne trouve pas le mètre. Et si on fait des cercles, par exemple, on va trouver le système métrique et des nombres entiers. Il n'y a pas de fraction en Égypte. On a simplement des nombres entiers, mais il ne faut pas faire des carrés, tout simplement. Alors, les mesures trouvées en Égypte. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Eh ben non, il n'y en a qu'une. Pourquoi il n'y a qu'une? Mais il y a qu'une. Eh bien parce qu'elles sont toutes liées. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des mesures qui sont toutes reliées entre elles. Et on va le voir. Donc on va voir le mètre, on va voir pi. Alors c'est pas, ne retenez pas tout ça, c'est pas grave. Sachez qu'il n'y a qu'une mesure qui est le mètre. Et ça, c'est des subdivisions du mètre. Tout ça, on va le voir ensemble. Là, c'est 1 sur pi. Donc c'est des choses, des chiffres qu'on va retrouver en mètres sur le plateau de Gizeh, en Basse-Égypte. Ici, donc file le nombre d'or, j'explique pas ce que c'est que le nombre d'or, hein. Je pense que tout le monde est au courant. Je L'inverse pense. du nombre d'or, 0,618. La racine carrée de phi, 1,2720. C'est des chiffres qu'on va retrouver partout, mais tout ça, c'est les mêmes. Alors 360 degrés, est-ce que c'est relié à la coudée royale, par exemple? Eh ben, on va voir que la coudée royale, le 360 degrés, c'est peut-être originaire d'Égypte, cette déclinaison du cercle en 360 degrés et le yard mégalithique dont on a parlé. Et on va voir que tout ça, bien sûr, c'est que des déclinaisons. Et ça, c'est les trois racines carrées qu'on va trouver en Égypte, 1,414, 1,732 et 2,236. Et bien sûr, ce 52,36 ou 0,5236 que beaucoup de gens appellent la coudée royale et que moi j'appelle le pacaire. Et pourquoi je l'appelle le pacaire? Parce que 52,36, c'est le seul chiffre qui peut relier le compas et l'équerre. Mhm. Là, on sait tous que si on fait un cercle de 1 mètre divisé par 6, eh bien c'est pi divisé par 6, ça fait 6 fois 52,36. Donc on a le 52,36 avec le cercle. Et le triangle, ici, un triangle de 1 par 2, c'est une hypoténuse de 2,236. Mhm. 2,36, c'est aussi un 618 plus 0,618, nombre d'or plus son inverse. Et donc le triangle fait bien 5,236. Alors pourquoi 52,36 c'est important? Eh bien parce que c'est le lien entre le compas et l'équerre. C'est le seul chiffre qui relie le compas et l'équerre. C'est pour ça qu'on le trouve partout. Alors ça, c'est bien les chiffres qu'on va utiliser, c'est tous ceux que je viens d'énumérer. Et ma caractéristique de chercheur, c'est de penser qu'on va retrouver les diamètres de la Terre et de la Lune partout, parce que pour moi, c'est des chiffres aussi qui sont emblématiques. C'est comme par hasard, les proportions de la Terre et de la Lune, eh bien, ne sont pas du hasard. Vous allez voir, c'est assez fou ce que je vais vous montrer. Là, c'est la Terre. Et la Terre, ici, son diamètre moyen,
c'est de 12 742 km, diamètre moyen de la Terre Wikipédia. Si je mets la Terre dans un carré, ici, et bien sûr, le côté du carré va faire le diamètre 12 742. Maintenant, je vais dérouler ce périmètre sur une droite. Donc la droite va faire 4 fois 12 742, ce qui fait 50 968 km. Et je vais faire pareil avec la circonférence de la Terre. Je vais dérouler la circonférence de la Terre sur une droite, bleue, et la Terre est fait ici en circonférence 40,046. Et le jaune ici, eh bien, c'est la différence. C'est ce qui manque pour faire le carré. Et ce qui manque ici, c'est exactement 10 922 km, précisément. Et quoi? C'est quoi 10 922 km? C'est exactement la circonférence de la Lune. Donc, c'est-à-dire que le carré qui contient la Terre et la Lune. 100% de précision. Pas mal, non? Ouais, voilà, c'est ouais, ouais, ouais. Hein, voilà. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé ensemble Hein, lors d'une précédente émission et c'est... bah, tu te dis que voilà, la Terre et son satellite, la Lune, sont relativement magiquement proportionnés. Alors Hein. moi, je suis pas là pour dire que c'est les extraterrestres qui ont mis la Lune, etc. Peu importe. Je suis là pour montrer des faits. Mm. Et puis, eh ben, voilà, développer l'esprit critique des gens. Moi, je donne des ingrédients de réflexion. Moi, je tire pas de conclusion. Je montre des choses. Voilà, je n'ai jamais parlé d'extraterrestres. Je montre des choses. Et puis après, les gens en font ce qu'ils veulent. On avait vu ça aussi au début, c'est une des premières découvertes. Si le diamètre polaire de la Terre de 1714 plus le diamètre de la Lune, eh bien, ça fait le nombre d'or. 161,8, 16 188 km. Si je prends la circonférence de la Lune fois un dixième du diamètre de la Terre, eh ben, j'obtiens le diamètre du Soleil, précisément. Et ce que j'ai trouvé ce matin, et ça j'ai Ah, trouvé ça tout à l'heure, une petite trouvaille toute une fraîche. heure avant qu'on discute. Je fais la somme des quatre premières racines. Donc la racine de 1, c'est 1, hein. La racine de 2, c'est un 414. La racine de 3, c'est un 732. La racine de 4, c'est 2. J'additionne tout ça, ça fait 6,146. Ça vous dit rien? Moi non plus. Eh ben, le inverse de 1, 6, 146, c'est 0, 162, 70, 74. Vous voyez que je travaille avec quand même 7 chiffres après la virgule. Donc les précisions sont énormes. Eh bien, c'est quoi? 0, 162, 70, 74. C'est exactement la racine carrée du diamètre équatorial de la Terre, 12 756 km. Donc, la racine carrée du diamètre équatorial de la Terre, c'est l'inverse des quatre premières racines carrées. Bon, bah, précision 100% quand même. T'es encore là, ouais? T'es Ah pas oui, oui, tombé? oui, non, mais moi, ça m'a toujours étonné, toutes ces relations mathématiques qu'on peut faire entre la Terre, la Lune, le Soleil, et puis aussi les autres planètes du système solaire. Hein. Je fais très souvent référence au livre de José Fendelvel, L'Or des étoiles, où quand il a démontré aussi ce que tu découvres sur Mars, Vénus, etc., tu te dis, mais voilà, tu as l'impression que notre système solaire a été agencé par un Ouais. mathématicien géomètre qui a tout mis en place. Là, tout est équilibré, tout est en harmonie et tout s'explique par la géométrie et les mathématiques, quoi. Et la proportion. Et la Et les proportion. proportions, et les proportions. Ça qui est important, c'est qu'on ait toujours les bonnes proportions. Mm, mm. Ça, c'est très important, c'est de savoir que tout marche parce que, boum, c'est tombé sur les bonnes proportions. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'il y a? Alors, est-ce qu'on peut trouver le mètre sans connaître la tête de la Terre? Eh bien oui. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé assez récemment aussi. C'est toujours et vous allez voir que tous les chiffres sont emboîtés. Là, je vais faire un triangle de 1,2720 unités. C'est quoi 1,2720? Eh bien, c'est la racine carrée du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un 618. Sa racine carrée, c'est 1,2720. Et je fais un triangle rectangle, donc de deux côtés, de 1,2720. Et l'hypoténuse, eh bien, c'est 1,17989. Vous voyez, je mets 5 chiffres après la virgule pour une précision maximale. Ce qui me fait ça fait un périmètre de 4,3429. Mhm. Premier constat, l'inverse de 4,3429, c'est 230, 0,230,26. Côté de Khéops, son plus petit côté, c'est 230, 30. Donc on a quasiment le côté de Khéops avec ce triangle. Ouais, à 4 Ça, centimètres près, quoi. pas Mm. sympa. Bon, c'est la cerise sur le gâteau, hein,
C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de trouver le mètre sans connaître la tête de la Terre. Et si je divise 34,29 divisé par 0,82 944, qui est le yard mégalithique, j'obtiens 5,23 595 mètres. C'est exactement le cercle de 3,14 de pi divisé par 6, c'est-à-dire la coudée royale, ou ce que j'appelle le pacaire. Donc, si on divise le périmètre d'un triangle rectangle à l'inverse du nombre d'or par le yard mégalithique, on obtient la coudée royale. Et comme on a la coudée royale et qu'on revient sur notre triangle rectangle, puisque tout est triangle est cercle, eh bien, si je fais un triangle de 1 par 2, l'hypoténuse c'est 2,36, D'autres. donc on a 5,236. Donc, si on avait reproduit ça au sol, eh bien, le côté 1 représenterait 1 mètre. Donc, à partir de l'inverse du nombre d'or, on aurait trouvé le mètre et on aurait pu tracer le mètre ici sur le sable de Gizeh, simplement avec cette formule, sans connaître la tête de la Terre. Mm. Voilà. Alors, oui, 2,236, j'insiste, qui est la racine de 5, c'est aussi un 618 nombre d'or, plus son inverse. Mm, mm. Oui, le fameux double carré que l'on retrouve au niveau du sol de la chambre haute, Voilà. dans la pyramide de Khéops. Alors, qui est l'équerre, hein, puisque Mm, le mm. 72, on va avoir le cercle inclus dans Khéops fait 700, 720, 72, 36, 720, 726 mètres de circonférence. Donc, on va avoir ici donc la racine carrée de la coudée dans la pyramide, qui sera le cercle, et le triangle sera dans la chambre du roi. Il n'y a pas de rectangle, c'est deux triangles côte à côte dans la chambre du roi. Alors, je vous ai montré que tout était lié. Vous avez vu que le mètre, la coudée, le yard mégalithique, tout ça c'est relié par cette formule. Et je vous ai dit que 360, c'était aussi relié au nombre d'or. Eh bien, on va le voir ensemble. Si je fais un triangle de 360 par 36, donc un dixième, eh Mhm. bien, l'hypoténuse, c'est 361,80, pile. 380, c'est la racine de 5 de 2,236 fois le nombre d'or, fois 100. Donc, on voit bien que 360 est issu aussi du nombre d'or. Donc, peut-être qu'on a divisé un cercle par 360, justement, pour respecter encore, grâce à ce triangle, puisqu'on n'a que des triangles, eh bien, on a, avec cette hypoténuse, on a divisé par 360 pour respecter justement c'est- cette approche avec le nombre d'or, cette corrélation avec le nombre d'or. Mhm. Donc tous les chiffres que je vous ai énumérés, vous voyez, sont tous liés entre eux. Alors, application pratique, sur le plateau de Gizeh, vous allez voir des choses assez invraisemblables. Je vais mettre mes lunettes, je vais un peu mieux voir. Alors, première chose. Voilà, vous voyez les traits rouges, blancs et bleus, ce sont des parallèles. C'est les parallèles qui passent sur les trois pyramides. C'est des parallèles à l'équateur. Et vous avez trois chiffres qui sont marqués. Vous avez rayon, surface, circonférence. On va prendre circonférence, où j'ai le petit truc vert, le petit flash vert, pour indiquer ce que je fais. On a 34 740. C'est la longueur du parallèle qui fait le tour de la Terre, qui passe sur Képhren. Diamètre de la Lune, 3474 km. Circonférence, ici, 34 740. C'est-à-dire qu'on a exactement à 100% de précision 10 fois le diamètre de la Lune qui passe sur la pyramide de Képhren. Donc on voit que la pyramide de Képhren n'est pas placée n'importe où. Mhm. Alors, pour mes Kérinos, eh bien, je vais travailler avec la surface. C'est quoi surface? Eh bien, si je coupais la Terre en tranches au niveau du parallèle, donc je fais une tranche au niveau du trait bleu qui va couper Mhm. la Terre en deux Et tu parties. calcules cette surface. Mhm. Voilà, qui est fait automatiquement, bien sûr, par Google Earth. Et j'obtiens 127, 50, 61. Il y a pas mal de chiffres que j'ai mis en mètres. Et je vous ai dit que la Terre, elle faisait, en son diamètre en équatorial, c'est 12 756. Eh bien, la surface, c'est 12 756. Vous avez, avec simplement le même cercle, le même parallèle, sur Képhren, vous avez le diamètre de la Terre et le diamètre de la Lune. C'est quand même assez fou, quand même. C'est On pas a, mal. Mhm. on a les deux diamètres à précision 100%, un sur Képhren. Alors, ça marche parce que la Terre est aplatie au pôle. C'est ça qui permet d'avoir cette précision.
Si la Terre n'était pas aplatie au pôle, on aurait été obligé de décaler Mykérinos. Et ça aurait tout changé dans un rapport de proportion. Donc on a un lien toujours avec la nature, c'est assez fabuleux. Donc j'ai parlé de la circonférence, j'ai parlé de la surface, mais j'ai pas parlé du rayon. 6684,53 sur Képhren et sur Khéops, 6684,17. C'est quoi, Jérôme? 6684,17. Ah, j'ai tellement de chiffres dans la tête là, Ouais, j'ai du mal à le remettre voilà, celui-là. voilà. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Eh bien, je vais vous montrer. On fait toujours des triangles. Ça marche qu'avec un triangle. On fait un triangle au nombre d'or. Un triangle d'or. D'accord. C'est-à-dire, la hauteur est 1 et la Un base, c'est 618. 1, Mhm. 618. L'hypoténuse, c'est 1,90, 21, 10. Donc, Ok. vous voyez bien, je ne suis pas avec deux chiffres après la virgule. Je suis toujours à 5, 6 chiffres après la virgule pour être quasiment à 100% de précision à chaque fois. Donc, j'ai une hypoténuse de 1,90, 21, 10. Eh bien, si je fais cette opération, si je divise le diamètre de la Terre polaire 12 714 par la diagonale d'un triangle d'or, j'obtiens 6684,15 au lieu de 6684,17. Donc il manque 20 mètres sur 6600 et quelques, donc on est à 100%. Donc Il, c'est-à-dire que Khéops, c'est exactement la diamètre de la Terre divisé par l'hypoténuse d'un triangle au nombre d'or. il En gros, fallait le chercher celui-là, hein. il est beau celui-là, hein. Ouais, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien parce que c'est du 100% et c'est toujours en rapport avec un 618. Alors pour moi, ceux qui disent que c'est du hasard, bah non, voilà. Mm. Qu'ils fassent la même chose avec les pyramides, par exemple, de Teotihuacan, et puis après, on compare les précisions de nos recherches. Non, voilà, donc pour moi, c'était important de montrer que les trois droites sur les trois pyramides bien, nous donnent des choses importantes. Alors, puisqu'on a relié, alors ça venait du pôle Nord hein, tout à l'heure, les parallèles, c'était les distances par rapport au pôle Nord, 6184, 17. Eh bien, on va voir par rapport à l'équateur ce que ça donne, puisque si ça marche avec le pôle Nord, ça doit marcher avec l'équateur aussi. Alors, on voit ici qu'entre Khéops et l'équateur, on a 3317,79 km. 379, donc c'est exactement ici, 4 milliards de mégalithiques. Ça, c'est les travaux de Quentin Leplat. C'est lui qui a Mhm. trouvé que on avait exactement 4 milliards de mégalithiques Entre la entre pointe, enfin, l'équateur et ouais. Khéops, c'est-à-dire c'est la précision à 100%. Vous voyez, direction 000, donc on est bien, bien plein nord. Et là, Mhm. c'est Quentin qui a trouvé ça, et c'est assez fabuleux. Parce que ça valide aussi le diamètre mégalithique dans Oui. sa précision. 82 944. Alors, sur Kefren, c'est un petit peu plus court, puisqu'on est plus proche de l'équateur, c'est 3317,43. Vous voyez, c'est assez précis, puisque sur cette distance de plus de 3317,43, je prends un point sur Kefren et Khéops, alors que j'aurais pu tout résumer sur une seule pyramide. Mais non, c'est assez précis. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, si je divise le diamètre le rayon de la Lune, 1737, par 3317,43, j'obtiens la coudée royale, le Packer. Voilà, c'est assez fabuleux. Et vous vous rappelez tout à l'heure qu'on avait le diamètre de la Terre avec le parallèle blanc horizontal, 3474. Donc avec le pôle Nord, on a le diamètre de la Lune, et avec l'équateur, eh bien, on a le rayon de la Lune. C'est Ouais, assez fou quand même. pas mal. Mm. Ouais. Donc Kefren serait lié à la Lune en fin de compte. Oui, c'est. Enfin, Il y a beaucoup, il il y y a beaucoup aurait de. un. Dans Kephren, il y a beaucoup de rapports ouais, par rapport à la Lune. Mhm. Et c'est la première construite, hein. Et ça, je le prouve dans le livre. Tout ça, c'est issu du livre. Et puis pour Mykérinos, donc on est encore un peu plus proche de l'équateur. Eh bien, 3310, si je veux trouver des chiffres assez intéressants, eh bien, ça divisé par 360, eh bien, c'est exactement le périmètre de Khéops, à 2 centimètres près. On est une erreur de 2 centimètres. Et je peux faire aussi 3,37 fois pi. J'ai le côté de Mykérinos auquel j'ai rajouté 3 centimètres. Mhm. Donc, il y a beaucoup de coïncidences. Très Voilà. intéressant. Mhm. Alors là, ça, c'est complètement inédit ce que je vais vous montrer. C'est complètement inédit. Alors, une petite exclusivité sur Ouais, ouais. Horus. Et voilà. Allons-y. Ça a jamais été abordé par personne, ce que je vais vous montrer. Voilà, c'est toutes les grandes pyramides d'Égypte.
Ok. Donc, on a les trois pyramides de Gizeh, au nord, Képhren, Khéops, Mykérinos. On a Djéser, donc qui est la première pyramide construite pour les archéologues et pas pour moi, mais la deuxième. On a Pupi Ier que j'ai mis, c'est la cerise sur le gâteau, on était obligé de la mettre, mais c'est la cerise sur le gâteau. On a la pyramide rouge, pyramide rhomboïdale. Sésostris que j'ai mis, pourquoi? Parce que on a l'obélisque de Sésostris, qui est l'obélisque de Diopolis avec lequel je travaille beaucoup, donc j'ai pris sa pyramide, et la pyramide de Médoude. Donc j'ai les sept grandes pyramides, plus trois autres pyramides que j'ai mis en cerise sur le gâteau pour montrer qu'il n'y a pas de hasard. Et on a un fameux temple qui est Abu Ghroab, qui est une Oui. espèce de pyramide avec un obélisque. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi il sert? Et moi, quand j'ai eu ça, j'ai toujours dit que c'était un repère. Parce que pour moi, les obélisques représentent des compas et pour moi, c'était un endroit de visée. Donc, Mhm. je suis parti ici d'Abu Ghorab et j'ai tracé une droite ici de 66 355 km. Pourquoi 66 355 km? Parce que c'est 800 fois le Yard mégalithique. Donc Ok. là, Alors pourquoi là, 800? Je te pose pourquoi la question. 800? Eh bien, parce que bah, vous allez voir ce que ça va faire après. Et quelle visée tu as pris par rapport à Alors justement, Bougoura? c'est la seule lacune que j'ai, et j'ai pas trouvé la solution. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas méthode empirique que j'ai trouvé ça. J'arrive pas à trouver donc c'est pour ça que je demande à tous les gens qui regardent cette vidéo de m'aider. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on a pris cet angle. Pourquoi on l'a pas pris Et avec deux qu'est-ce qui se degrés passe plus, dans, 2 dans degrés ce petit plus. endroit là où ça pointe là? Parce Alors qu'on voit que là, c'est. là, il y a quelque chose. On Oui, voit une on voit qu'il y structure. a, il y a un peu il y a un peu de vie Quand tu quoi par zoomes, rapport à tout le milieu désertique qui entoure ce lieu et on voit qu'il y a un petit peu de vie. On dirait qu'il y a un alors, petit. et quand tu zoomes, tu vois une structure dans le sable. D'accord. Mais pourquoi est-ce on a pris, pourquoi on a posé une structure à cet endroit-là, j'ai pas trouvé encore. J'ai Ok. pas trouvé de triangulation et j'ai pas trouvé de raison de cet axe. Mais vous allez voir, c'est très parlant. Et tu Mais l'as je fait pense d'une manière empirique, mais bon, au moins voilà, c'est voilà. honnête de ta part Et vous allez de le voir. dire. Hmm. Ah bah oui, non, de toute façon, moi, Parce que mon but. bah, ok, je Non, commence à connaître les détracteurs, ils vont me tomber dessus. Mais pourquoi il a voilà, pris mais moi, je cet m'en fiche. angle-là? Pourquoi Je voilà. m'en fiche. J'explique que je travaille dans méthode empirique, que j'ai besoin de tout le monde. J'ai pas besoin d'être tout seul à faire mon truc. Moi, j'ai des gens qui me disent, tiens, affine ci, affine ça, et c'est ce que je fais. Mhm. Là, tu me dis un truc, et tu as raison de me le dire, et je n'ai pas la réponse. J'ai D'accord. pas la Ok. réponse, pourquoi cet angle. Mais je demande aux gens peut-être justement de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait cet angle-là. Mais vous allez voir, la finale est assez feu d'artifice, c'est assez fou. Voilà, alors. 66,35 fois 288, c'est quoi 288? C'est tout simplement la racine coudée, la racine carrée de la coudée. La racine carrée de la coudée, c'est un chiffre rond, 288. Et quand je fais cette opération-là, multiplié par cette distance, eh ben, je tombe sur le côté de Khéops. Alors, je fais fil-virgule, hein, que c'est de la modélisation, hein. Le but, c'est simplement d'avoir des rappels de dimensions. Mais on voit que ce n'est pas des chiffres anodins, puisqu'on a un rappel du côté de Khéops avec cette opération. Excuse-moi, je te coupe. En prenant un peu de recul, j'ai l'impression que c'est un triangle, comme tu nous as fait voir tout à l'heure, avec un côté, je dirais, vertical 1 et un côté, enfin, l'autre côté horizontal 1,618. À voir, à vérifier. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est ouais, c'est transformer ça en hypoténuse, Oui, 66-355 en hypoténuse, voir ce que ça donne ouais, en oui, par rectangle sur rapport base et hauteur. aux Ouais. Mais deux pourtant, autres il côtés, y a une quoi. explication. Hmm. Alors, si je reprends ce chiffre poids à la coudée, 52,36 ou paquet, j'obtiens le diamètre de la Lune. Hein, c'est toujours les mêmes chiffres qu'on obtient, hein, Mhm, mhm. euh, qui sont liés, donc c'est assez fabuleux quand même. Et là, je vais diviser cette droite en deux parties. Je vais mettre un point qui s'appellera Terre au bout, et je vais faire 50 000 mètres précisément, hein, j'ai pas mis 50 kilomètres parce que comme c'est précis 000, c'est 50 000 mètres, et je mets la Lune. Et pourquoi je Ok. mets, et c'est intéressant, 50 000 mètres, parce que c'est le rayon d'un cercle qui fait 1 mètre, donc on retrouve pi divisé par 6, on retrouve la coudée. Donc Mhm. 50 000 mètres, c'est pas n'importe quoi, c'est le rayon d'un cercle qui va nous donner la coudée, et pi et le mètre. Et là, de la Terre, je vais faire un cercle.
La Terre va être le centre de la Terre, et la Terre, je vais la faire exactement à 1/100 de notre Terre. Notre Terre, elle fait 40 km. Je vais faire une Terre qui fait 400,75 km. Là, je dis en surconférence, j'ai fait en rayon. Mhm. Et je vais faire ici cette Terre que je vais vous montrer ici. Elle est là. J'ai une Terre qui est au 100e. Et vous voyez, elle n'est pas sur la pyramide, les pyramides jaunes, sur Médoum, sur Sésostris. Elle ne passe pas sur la rhomboïdale. Elle la frôle, mais elle ne passe pas. Et elle est sur la pyramide rouge. Donc, sur toutes les pyramides que j'ai, j'en ai trois qui sont exactement sur la Terre. Ouais, donc Et une celles fois que qui j'ai sont fait la représentées en Terre, jaune, hein, c'est ça. Donc la pyramide voilà, voilà. rouge, c'est Ostris et Médoum. D'accord. Ok. C'est Médoum, Sésostris, pyramide rouge. Et une fois que j'ai fait la Terre, ben, je vais faire de la Lune à l'échelle, ou 1/100. Ah oui. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors c'est mon copain Charlemagne qui a trouvé ça. Si je prends la distance entre l'obélisque de Sésostris et sa pyramide de Sésostris, eh bien j'ai exactement aussi 1/100 du rayon de la Terre. Donc la distance Terre-Sésostris, c'est exactement la même distance que Sésostris pyramide, Sésostris obélisque de Sésostris. Donc c'est assez fou de savoir que Sésostris a mis sa pyramide et, et son obélisque avec une distance entre les deux d'1/100 de la taille de la Terre précisément. Mm. Alors maintenant, ben, une fois que j'ai fait la Terre au 1/100, je vais faire la Lune au 1/100, c'est le trait noir. Et on voit que les pyramides qui manquent, eh bien, elles sont sur la Lune. La pyramide Ah oui. rhomboïdale, la Voilà. pyramide Pépi de Djéser. Alors, Et on n'est pas loin d'Abougora. non, mais oui, puis on s'en fout, de toute façon, Bugorab, c'est simplement... Parce que C'était le point de départ par Voilà. rapport à la Euh, construction que tu nous proposes, quoi. Mm. alors, mes 800 yards mégalithiques sont sur la pointe de l'obélisque, hein. Je suis pas... Parce que c'est assez grand, je prends la pointe de l'obélisque d'Abu Ghraib, donc c'est précision 100%. Mm. Et sur Gizeh, on a trois pyramides, on ne peut pas passer sur les trois. On passe sur Képhren, c'est-à-dire celle au milieu, celle qui est la première construite. Et qui est en rapport avec la Lune par rapport à ce que tu nous as fait voir précédemment. Ouais. Voilà. Mm. Donc ça donne ça. Vous avez ici un ensemble Terre-Lune, et on voit que le Nil reproduit cet arc de cercle, et que toutes les pyramides, les sept grandes pyramides, plus de trois autres que j'ai rajoutées, eh bien, sont soit sur la Lune, soit sur la Terre. Alors Quentin me disait que ben voilà, si on prend les tumulus en Bretagne, par exemple, on va retrouver aussi ces arcs de cercle, et on va retrouver eh bien, des tumulus sur des lunes et des tumulus sur Avec ce des même terres. rapport de proportion, quoi. Mm. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Précision 100%, et Mm. ça n'a jamais été montré. Mm. Voilà, donc c'est ça un petit... Alors, Ouais. moi, ça me fait poser beaucoup de questions. Enfin, euh, est-ce que selon toi, ils ont fait ça sciemment pour nous faire connaître le fait qu'ils connaissaient parfaitement les rapports Terre-Lune, les dimensions de la Lune, etc. Ce qui paraît dingue. Euh, on est sur l'Égypte antique, connaissait même pas la roue, quoi. Mm. Ou alors, ils ont utilisé des rapports de proportion pour implanter ces monuments sans vraiment savoir les diamètres de la Terre et les diamètres de la Lune. Mais ces rapports de proportion, de toute manière, sont universels. Donc, comme tu nous l'as fait voir en préambule de ta présentation, on voit bien que entre la Lune, la Terre, le Soleil, il y a une harmonie dans la géométrie. Ou alors, voilà, est-ce que c'est du pur hasard? Mais là, moi, le hasard sur le drapeau blanc, à ce moment-là, il dit oubliez-moi. On reprend sur les deux premières questions. Alors là, tu as 5% du livre. C'est-à-dire que le livre, là, il faisait 112 pages en format A4. Donc c'est un livre qui va faire 150 pages. Donc là, il y a 5% du livre, hein, dans ce que je vais te présenter. D'accord. Il faut Mhm. bien comprendre que le cahier des charges, parce qu'il y a un plan, mais qui est issu d'un cahier des charges complètement dément, puisqu'il faut retrouver les vitesses de rotation de la Terre, de ceci, de cela. Il y a un cahier des charges complètement fou. C'est-à-dire que il faut un ordinateur hyper puissant. Mais oui, Ouais, oui, ouais, parce c'est que ça. quand tu mets tout le cahier des charges et que tu dis, voilà, faut mettre l'hypermide par Et, rapport à tout ce que je vais vous donner, et puis quand vous voyez le bouquin, mais c'est fou. et moi, je prends du recul par rapport à tout ça, Eric. Là, tu me fais voir tes travaux, tes recherches. Mais
faut savoir que sur Orly, j'ai fait venir du monde avant, hein. Et Il y a Pierre voilà, Molinier, il y a c'est ce que je dis Quentin dans le bouquin, Leplat, c'est ce que je dis dans le livre. il y a Nantes, il y a Et etc., quand tu etc. rajoutes Je vais pas tous les ça, citer. Mais c'est alors là, bon. le cahier des charges, il commence à. Ah ouais, ah ouais. Et là, tu te Tu dis, prends c'est un truc Howard, de fou. C'est un Tu truc. prends Quentin, tu prends Tu Mathieu, tu prends, prends... voilà, tu prends Mathieu, tu prends. Là, c'est un truc de fou, le cahier des charges, quoi. Ah Tu ouais, te là. dis, mais, Moi, c'est que mon cahier des charges qui a quasiment à 95% que l'inédit. Donc, ça veut dire que rien que le plan, bah, les Égyptiens qui sortent du néolithique ne peuvent pas le faire. exactement. Ouais, Exactement. donc non, faut arrêter. On n'est pas capable de construire refaire le coffre de Khéops. C'est pas pour faire des pyramides. Donc aujourd'hui, le cahier des charges, sans parler de faire des travaux, le cahier des charges, c'est pas des Égyptiens Mm. c'est pas des Égyptiens qui peuvent le faire. Alors, quand est-ce que ça peut être construit? Alors j'ai poussé un peu le vice assez loin pour savoir quand est-ce que ça peut être construit. C'est vrai que la plupart des choses intéressantes dans les précisions, c'est Khéops. Le côté de Khéops, c'est 230-34, c'est le côté. Est-ce que ce chiffre-là peut être parlant? Et je sais que la Terre, par exemple, bien, on a ce qu'on appelle les précisions des équinoxes, elle est jamais à la même degré, hein, puisque la Terre, elle est en oblique, elle est jamais Mhm. dans le même degré. Et elle varie entre 22 et 24 degrés de mémoire. Et j'ai demandé à ChatGPT de me calculer à quel moment la Terre avait cet angle de 23,034 degrés. Mhm. Donc ChatGPT m'a répondu 1000 ans ou 45 000 ans. Donc si on part du principe que le côté de Khéops peut, voilà, les bâtisseurs sont joueurs, ils nous envoient plein de messages, et si le côté de Khéops correspond au moment où il y avait ce degré d'inclinaison, eh bien, ça ferait 45 000 ans pour les pyramides. Mm. Voilà. Alors, de toute manière, on remet très, très souvent en question la datation de ces monuments. Moi, pour encore, voilà, je me répète, hein, pour avoir été émerveillé par la visite des temples que je ne connaissais pas, hein, et pour les avoir vus pour la première fois il y a 3 mois, 4 mois maintenant, je me dis, ceux qui ont fait ça avaient un niveau de connaissance qui, on les a pas atteints. Enfin, je veux Ah dire, non, par là, parce que tu me disais ce que tu as vu ben, sur Luxor, Karnak. c'est fabuleux. Ouais. Je veux dire, par là, oui, pour moi, on n'a pas atteint Mm. ce niveau de perfection et de connaissance et de maîtrise, maîtrise dans la réalisation, la maîtrise de l'art, parce que c'est de Mm. l'art, quoi. C'est de l'art à l'état pur, avec aucun défaut. C'est d'une perfection qui laisse sans voix, quoi. Et je me dis, on n'a pas encore atteint ce niveau, nous, personnellement. Et là, ce qu'on vient encore d'évoquer, et ce que j'ai évoqué avec beaucoup d'invités, où tu te dis, putain, il fallait un ordinateur super puissant pour le cahier des charges, quoi. Ouais. Tu vois, il faut qu'on intègre toutes ces données dans quelques monuments qu'on va implanter sur ce fabuleux pays qu'est l'Égypte. Et tu te dis, mais pff, je sais même pas si l'ordinateur, on commence peut-être à arriver avec l'intelligence artificielle, tu vois, à ce degré de perfection et de savoir, quoi. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ouais. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que nous, on nous dit oui, la science a des preuves. Il faut savoir qu'en archéologie, en égyptologie, on n'a rien, Non, mais rien, c'est ça. rien, rien. On a ce qu'on C'est appelle des consensus. Et j'ai déjà exactement. expliqué dans des vidéos, par exemple chez Anne Lallemand, Mhm. que vous pouvez voir sur en ligne. Un consensus n'est qu'une croyance. Un C'est ça. consensus, il y a des gens qui sont tous d'accord, qui se réunissent et qui éjectent tous ceux qui ne sont pas d'accord. Des consensus, on en a eu. Hein, l'amiante, c'est pas dangereux. Le vaccin Covid est efficace à 99%. On a vu que tous les consensus tombaient. Donc, il faut être à l'aise avec ça. C'est quoi un chercheur indépendant? C'est quelqu'un qui doute. Et quelqu'un qui doute, c'est un scientifique. C'est Voilà, donc on ça. est scientifique parce qu'on doute, on est l'esprit sceptique, et moi je ne veux pas me plier à des consensus, je ne me plie qu'à des preuves. Je ne vais pas m'attaquer à qui a construit la Tour Eiffel, on a des preuves. Mhm. Donc nous on ne s'attaque, c'est-à-dire qu'on ne va travailler que sur C'est même des pas choses. des attaques, oui, comme tu le dis. Non, voilà, voilà. C'est- Nous on est sincère, à partir du moment où il n'y a pas de preuves, eh bien c'est qu'on a toute notre place parce que on n'expliquera pas la construction des pyramides avec des petits dessins, on l'expliquera avec nos connaissances. Mhm. J'ai travaillé beaucoup dans le bateau, j'ai toute une partie du livre où j'explique pourquoi les bateaux qui sont présentés ne peuvent pas naviguer.
parce que par rapport à l'hydrodynamie, l'aérodynamie, ces bateaux-là ne peuvent que reculer ou se renverser sur le Nil. C'est impossible qu'ils puissent naviguer. Et sans Alors parler par de contre, je transport. te coupe parce que j'avais comment je l'avais vu en 2017, hein, il a été déplacé d'ailleurs, la fameuse barque solaire de Oui, Khéops, oui, ouais, hein, qu'elle n'a jamais été dans l'eau, hein. qui a été voilà, mais certains techniciens je cherche le mot par rapport à la conception de bateaux, comme on appelle ça, Architecte voilà, naval. des architectes donc, qui bossent là-dessus, disaient qu'il était capable d'affronter la haute mer, quoi. Alors, c'est très simple. La vitesse maximale d'un bateau, c'est 2,40 de la racine de la longueur à la flottaison. Et la particularité des bateaux égyptiens, c'est qu'ils sont en banane. C'est-à-dire Mhm, qu'ils n'ont pas de longueur à la flottaison. mhm, Un bateau viking, c'est un bateau où il y a beaucoup de longueur à la flottaison. Le bateau égyptien, il a donc la vitesse de 34 par la racine de la flottaison. Si tu prends la barque solaire, la longueur de la flottaison, c'est quoi? C'est 3 mètres, 3 mètres 50 fois 2,40. Donc ça fait en gros une vitesse de 3 nœuds 5, à maximum, hein, dans le meilleur. Et le courant sur le Nil, c'est 5 nœuds. Donc ça veut dire que c'est un bateau qui va reculer de 2 nœuds. Voilà, tout simplement. À chaque fois qu'on va le mettre, il va reculer Ah, pourtant, quasiment. j'avais entendu, tu vois, comme Ouais. quoi, faut jamais Non, non, moi, je connais les rien formules prendre au pied de la aérodynamique, tout lettre. ça. J'en Mais parle dans comme le tu bouquin. l'expliques, hein, moi, combien de fois j'ai vu des reportages sur Arte, à la télé, et des Ça peut reportages naviguer, sur non. l'Égypte. Et ce que j'adore, c'est que dans ces reportages, ils partent au début du reportage sur du conditionnel, tu vois. On imagine que, on pense que, Mm. il se pourrait que, et à la fin du reportage, on est sur de l'affirmatif. Bah, c'était comme ça. C'est beaucoup plus facile de faire un bateau qui navigue sur la mer que faire un bateau qui navigue sur une rivière avec du courant. Tu prends une péniche qui descend. Imagine, par exemple, le bateau de la reine Hatshepsut avec ses deux obélisques. C'est l'équivalent d'une péniche qui est sur la Seine. Imagine une péniche chargée de sable. Tu la vois face au courant avec des rames. Ben non, c'est pas possible. Bah, au premier pont, tu vas exploser ta péniche sur la première berge, au premier pont, au premier méandre. Euh, c'est pas possible. Un fond plat. Et Moi, une demi-heure, il y ouais. a des bateaux, je saurais naviguer sur la mer, je ne saurais pas naviguer sur une rivière. C'est impossible. C'est beaucoup plus facile d'emmener un obélisque, comme ils ont fait du temps de Napoléon par la mer, que de le travailler sur le Nil. Sur la mer, une fois, il n'y a pas de risque, hein. T'es en Et pleine mer. je me suis fait cette réflexion, tu vois, une demi-heure avant de lancer le Zoom avec toi, parce que moi, j'habite en bord de Seine, et tous les jours, je Tu prends vois, un bac. ah, C'est le plus gros bac qui mais traverse la imagine-le avec Seine. des rames. Imagine-le avec des Voilà. rames. Vent de Et travers. c'est un bac, j'ai calculé, hein, qui peut charger. Il y a 7 voitures, il y a 4 voies. Donc on est sur 7 fois 4, 4. 8 voitures. Exact. Ouais. Voilà. Et bah, tu prends une moyenne, allez, 1 tonne 5 par voiture, tu vois, entre Ouais. la petite berline et puis et le camion de l'artisan. Bon, bah, tu fais le calcul, tu te dis, bon, voilà, on peut mettre tant de tonnes là-dessus. Et Ouais. tu vois déjà, c'est une belle paix. Combien t'as dit de voiture? 28? 28 voitures, voilà. Ouais. Donc on est entre, allez, on va dire 28 tonnes au minimum sur. Ils montent même des camions, tu vois, même des bus, allez, on va dire 50 tonnes, quoi. Alors toi, tu dis 28, et Alors, je vais dire au tu vois pas des maximum, on rames. peut grimper à les 50 tonnes sur le camion. Ouais, Enfin, sur tu vois pas des rameurs là-dessus. Non, non, mais il a Alors, déjà des bons moteurs. la reine Mais alors, j'imagine, voilà, c'est ce que je la me reine suis imaginé Hatshepsut, en prenant ce Hatshepsut, bac. Je me suis dit, là, on est allé sur 50 tonnes maxi. Moi, j'ai vu les plus petits colosses que j'ai vus en Égypte, on est sur 500 tonnes. voilà. La Donc, reine pas Hatshepsut, c'est deux plus. obélisques. Et il n'y avait pas de moteur, c'était à la rame. Ouais. Donc, tu te dis, mais merde, là, on a un problème, quoi, quand même. Les obélisques de la reine Hatshepsut, c'est 2 fois 320 tonnes, c'est-à-dire 700 bagnoles. Toi, Voilà, t'es donc 28 voitures. t'imagines la barge, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, t'imagines ouais. voilà, le Là, on est à bac, 100. quoi. Tu vois, moi, Là, je on est vois à 700. le bac que je prends tous les jours qui traverse la Voilà. Seine. Là, et quand je fais la ratio, je me dis, ah non, mais là. Et La ils ont reine fait combien de Hatshepsut, kilomètres sur le Nil? 800. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Et biscotto, les rameurs, quoi. C'était. Bon, alors, quand tu descends le Nil, tu suis le courant. Mais Non, pour non, non, remonter, non, tu suis pas le courant, tu te fais embarquer par le courant, oui, ou tu te fais un embarquer fond par le plat courant, il faut avec quand 5 même, à un nœuds de moment courant, donné, tu t'exploses. gérer Tu fais pas le. 300 mètres, hein. Voilà. Tu vois, T'exploses. mais c'est des réflexions, je dirais, Il faut le basiques, remonter, quoi. hein. Mais tu te dis, ouais, voilà. Bon.
Il faut savoir que la science physique, c'est la reproductibilité. Si on Exactement, n'arrive pas à reproduire, eh bien, c'est impossible. Voilà. exactement. Euh, donc, je Voilà. sais pas chercher. Donc, tant que nous n'aurons pas reproduit Le coffre avec de Khéops, le coffre de Khéops, eh bien. Non, non, mais même ne serait-ce que transporter un bloc de granit de 500 tonnes de la carrière d'Assouan, Ah non, mais je dis même même pas pas. jusqu'à Gizeh, Une je dis, tonne, allez, on va à la moitié, tu vois, à la moitié. Allez, ouais. bah, ouais. Une tonne, ils n'y arrivent pas. Donc, Donc, non, mais voilà, mais moi, j'ai vu des statues de 500 tonnes en granit qui viennent de la carrière d'Assouan, qui ont été implantés sur des sites à plusieurs centaines de kilomètres de la carrière d'extraction. Je me dis, tant qu'on n'aura pas reproduit, allez, ouais, comme tu le dis, même 100 tonnes, tu vois, je suis gentil, 100 tonnes. ah, une tonne, ils n'y arrivent pas. Une tonne, ils n'y arrivent C'est pas. méchant, mais moi je Ah dis non, mais 100 ils n'y arrivent tonnes. pas une tonne. Je vois des trucs qui font 500 tonnes, je me dis, allez, je suis gentil, 100 tonnes. Mais ne serait-ce que de reproduire ça avec les moyens supposés exister dans l'Égypte antique, non, moi, pour moi, toutes ces personnes qui nous attaquent et qui nous disent, mais arrêtez de chercher midi à 14 heures, parce que tout ça, ça a été démontré, mais c'est démontré. Non, ça n'a jamais été démontré. Voilà, ça n'a jamais été démontré. Rien de bon. Quand on taille de la pierre, on te le fait sur 5 centimètres carrés, et puis on te dit, voilà, on a réussi, 5 centimètres carrés. Bah, c'est pas le coffre de Khéops. Mm, mm, mm. Non, je pense. Voilà. Donc c'est ça que je voulais montrer aujourd'hui pour voilà. Si les gens veulent acheter un livre au prix de Racine de 5, c'est exceptionnel, eh bien ils vont sur le site Talma Studio. Hein. Voilà, et le livre est en prévente, il sort au 31 mars. Et voilà, vous avez eu 5 à 6% de tout ce qu'il y a dans le livre, vous allez voir. C'est toutes les constantes qu'il y a, le cahier des charges que je rajoute à celui des copains. Eh Et bien, je vais te taquiner, Eric, mais très souvent, quand je fais des vidéos pour présenter les livres de mes invités, je suis là très fièrement en train de le faire voir avec la ouais. dédicace, donc tu m'oublies pas. Donc là, bah, t'as la couverture, tu J'ai vas la voir. couverture que je vais vous repartager, et puis voilà, déjà Voilà, qui j'aurai sera pas forcément la définitive. couverture. Elle n'est pas forcément définitive. Mm, Mais voilà. Donc, mm. je pense on a bien abordé avec des chiffres assez spectaculaires. Précision autour de 100% pour à peu près tous les chiffres. Ben voilà, et puis je vous incite à faire comme moi parce que c'est un jeu de piste, c'est fabuleux. Oui, mais c'est ça, On cherche des on choses. s'amuse en fait Voilà. quelque part. C'est Et qu'avec des passionnant chiffres qui parce sont liés. que Voilà. voilà, comme tu dis, c'est un jeu de piste, c'est un jeu. Ah oui, c'est un jeu et ils ont joué avec tout, ils sont Ils joueurs. se sont dit, ils vont se Voilà. prendre la tête plus tard quand ils vont Ouais. découvrir tout ça. Ils se sont dit, on va jouer avec eux. C'est ça Et qui est ils devaient bien génial. rigoler à l'époque quand ils se sont dit, oh là Voilà. là, quand ils vont découvrir tout ça, ils vont Ouais. s'arracher les cheveux. Voilà. Et j'insiste, je pense que oui, il y a un passage secret, et je pense que dans ces passages secrets, il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de pharaon. Il y a des archives qui vont nous expliquer comment on a construit tout ça. Bah, on en revient aux prédictions d'Edgar Cayce, Edgar Cayce, voilà, hum, mais hum, là, ça se matérialise par la géométrie. Mm. qui avait vu comment Sous le sous le sphinx, sous le Sphinx, hein, je sphinx. crois, hein, Mm. Mm. voilà, des archives atlantes ou Ouais, bon, de cette ancienne civilisation qui nous a précédés et qui voilà, qui avait des connaissances époustouflantes. voilà, on va mettre le mot clap de fin, je Le pense clap que, de fin. voilà, Ben, que un ça, grand merci, Eric, bah, d'avoir pensé de à moi rien. pour Bah présenter non, ça fait, bah, ton livre. on Et est puis, bien copains, c'est ça fait quelques que petites dommage. découvertes en exclusivité. Voilà, ça m'a fait Ouais, plaisir. voilà. La porte est toujours grande ouverte, hein. À quand la septième? On verra bien. C'est Voilà, chiffre, bah, un chiffre voilà. sacré, donc je Voilà. t'attends avec grand plaisir pour la septième, Eric. On va déjà voir déjà ce que donne ce livre, mais donc il va sortir dans plusieurs pays. Et écoute, et comme je vous le disais tout à l'heure, je mettrai en description. Oui, tu m'as dit, ça va sortir aux États-Unis, Canada. Alors, États-Unis pour le moment en français, mais en anglais après. Mhm. Et donc Canada, France et États-Unis pour le moment. Et puis après, bien, ça va être traduit au moins en anglais, peut-être en allemand. Voilà. Eh ben, je le souhaite pour toi. Ouais, Voilà. je pense que c'est pas c'est pas du luberlu, hein, Mhm. c'est que des angles, c'est des chiffres, c'est voilà. Alors c'est pas que c'est un jeu, hein, c'est pas dur à lire, hein, on s'amuse à lire ça. Faut pas croire que vous allez vous embêter à lire ça, parce que je l'ai pris comme un jeu et vous allez aussi le prendre comme un jeu de piste.
Et Ça puis me vous allez rappelle les pouvoir jeux quand reproduire. j'étais, les livres quand j'étais enfant, c'est avec les dés, là, dont Voilà, vous êtes le héros. voilà. C'est ça. Et bien là, vous avez tous le héros, et puis vous allez pouvoir refaire ce que j'ai fait, c'est intéressant. Hein. Exactement. Reprendre la calculatrice, le compas et l'équerre, Voilà. Et puis vous et vous jouerez. serez le héros de ce livre. Voilà. Eh ben, un grand merci, Eric. Merci. Et À puis, bientôt. bah, comme je te disais, je t'attends pour la septième. Ok. Compagnie. Allez. Et puis, bah, moi, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt pour une prochaine aventure sur Horus. Salut tout le monde.